Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous avec l'actualité politique. Chaque semaine, nous décryptons ensemble les grands enjeux, les petites phrases, les décisions qui façonnent notre quotidien et les mouvements qui redressent le paysage politique. Dans un monde en perpétuelle mutation, il est plus que jamais essentiel de comprendre ce qui se joue dans les coulisses du pouvoir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir dans l'émission Océan Politique M. Ahmadou Gueye Ndiaye. Bonjour M. Ndiaye et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Diouf, ravi de vous recevoir et de discuter d'actualité avec vous. Dans le cadre de notre cher pays, le Sénégal, évidemment, j'en profite pour féliciter l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne et merci à vous. Oui, je rappelle que nous sommes sur la 98.7 Océan FM et éventuellement, nous allons encore diffuser ça sur notre chaîne YouTube. Monsieur Ndiaye, alors, pour débuter cette émission, je vais passer automatiquement à la présentation de l'invité. Alors, qui est Monsieur Ndiaye? Monsieur Ahmadou Gueye Ndiaye est un consultant indépendant, international, acteur au développement. Vous confirmez, Monsieur Ndiaye? Évidemment, oui. Alors, vous pouvez rajouter quelques éléments pour que nos auditeurs puissent mieux vous découvrir? Bon, encore une fois, je reviens pour effectivement en profiter pour remercier également les auditeurs et les auditrices de la chaîne et de la radio, également des autres plateformes que vous avez. Bon, moi, comme vous l'avez dit, je suis M. Ndiaye Ahmadou Gueye, consultant indépendant international, également acteur au développement, expert en business manager development, comment donner de la valeur en quelque sorte, quelques orientations pour le développement, également aussi expert en capacité sciences, technologies, informatique, multimédia, digital, numérique, dont j'avais en quelque sorte une fois même avec vos confrères proposé de mettre la technologie au service du développement. C'est dû à notre expertise qui nous a permis quand même de voir ainsi les choses. Merci. Okay. Merci pour cette belle présentation et ce profil très riche. Alors, M. Ndiaye, ma toute première question, quel est le rôle principal d'un acteur au développement? Évidemment, le rôle d'un acteur au développement, c'est d'abord d'observer son environnement et puis de se sentir acteur, de se sentir parmi ceux qui doivent déjà changer les choses dont l'acteur est en face. Et puis, sachant que par exemple, la forme dont les choses sont en train de se passer, ils peuvent quand même essayer de l'améliorer, peut-être de proposer mieux. C'est dans ce domaine-là que l'acteur au développement est là pour accompagner tous les secteurs de développement, sans discrimination, sans exception. Si on parle de l'éducation, de la santé, de la formation, de l'insertion, de la relance de l'emploi, du travail, de la création de l'emploi, parce que vous savez, les temps changent, les enjeux aussi changent, évidemment. Il y a tellement de choses dont nous pouvons faire, mais pour pouvoir l'identifier et aussi le pratiquer, il faut effectivement être acteur au développement pour faire bénéficier à la population quand même ces possibilités. Okay. Donc c'est une branche très importante. Très riche, très large, très importante, qui ne se focalise pas seulement sur un secteur pour dire que voilà, je vais essayer d'être quelqu'un qui va faire la promotion de tel, ou bien bon, je vais être sponsor du sport, mais bon, quand on parle de la discipline sportive par exemple, si un acteur au développement s'insère dedans pour accompagner en quelque sorte cette discipline, il peut ne pas seulement dire que je vais m'arrêter sur le football. Il y a aussi d'autres disciplines sportives qui englobent en quelque sorte cette discipline quand on parle de l'e-sport. Alors c'est ainsi l'acteur au développement. C'est une discipline dont il y a plusieurs secteurs d'activité dont l'acteur quand même pourrait bien participer et puis apporter quand même des résultats quantifiables. Ok. Voilà, merci M. Ndiaye. Alors c'était pour un peu vous poser quelques questions concernant votre profil. Maintenant, on peut passer directement à l'actualité politique nationale. Alors, débutons d'abord
sur les voyages à l'étranger du Premier ministre Ousmane Sonko. Alors, en tant qu'observateur, alors quels sont les principaux objectifs affichés par Ousmane Sonko dans ses récents déplacements à l'étranger? Oui, au fait, d'ailleurs, j'en profite pour passer un salut et mes plus respectueuses salutations au président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, également à son Premier ministre dont il a fait confiance pour le choisir et le nommer à la tête du gouvernement. Et moi, bon, déjà, peut-être à mon opinion, à mon avis perso, je ne peux pas me dire que je connais son agenda, mais il nous a proposé un programme qui est l'agenda de transformation, Sénégal Vision 2050. Tout à fait. Alors, effectivement, c'est son plan d'action. Il est obligé de se déplacer pour pouvoir voir comment le réaliser. Mais quelles sont les propositions et les tenants et les aboutissants vis-à-vis à son déplacement? Moi, je pense qu'un chef de gouvernement, c'est inévitable par rapport à sa diplomatie et aussi ses relations circulaires entre les pays de la sous-région comme aussi les pays qui sont dans le concert mondial. Il est nécessaire pour qu'il puisse se déplacer. C'est son rôle le plus absolu. Bon, maintenant, peut-être pour voir, est-ce qu'il doit se déplacer, oui ou non? Absolument, ça devient quand même quelque chose dont personne ne devrait bien s'opposer. Maintenant, pour les résultats attendus, vu ces déplacements, je pense qu'on est là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il va proposer. Davantage, il y a plusieurs propositions, évidemment. Mais moi, je pense qu'actuellement, c'est nécessaire quand même, vu la situation critique du monde, je ne dirais pas du pays, pour qu'il puisse se déplacer et puis se tisser de nouveaux liens pour voir comment il peut mener sa politique de développement qu'il a proposée aux Sénégalais. Ok. Alors, il a choisi des destinations prioritaires choisies par le Premier ministre, la Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis et l'Europe, particulièrement en Italie. Alors, selon vous, pourquoi ces pays-là en particulier? Oui, c'est vicieux. Pour moi, c'est vicieux, c'est ambitieux. Pour moi, aujourd'hui, de viser la Chine comme allié, c'est très ambitieux. Vu, par exemple, si on revient dans l'histoire, on revient par exemple sur la politique de l'émergence qui a commencé pour la Chine en 1960 et aussi l'Inde. Et on sait très bien que vers les années 1960, les ressources sénégalaises n'étaient même pas les ressources de la Corée, par exemple, du Nord, ou bien même de l'Inde, ou même de la Chine. Mais vu la situation démographique, quand on parle d'une situation démographique, on ne parle pas de l'extension des terres, on parle de la reproduction humaine. C'est-à-dire si aujourd'hui des couples sont là, ils sont obligés de se faire de la reproduction. C'est dans ce cadre que la Chine même a abordé la politique de l'émergence depuis 1960 et l'Inde. Mais c'est un plan très ambitieux, mais un plan aussi avec des résultats attendus, bien avant même l'achèvement de ce plan. Alors c'est pour cela que la Chine en est arrivée là aujourd'hui, parce que vu son plan qu'il avait élaboré depuis 1960 et faire des sacrifices effectivement sur même des... disons, concernant en quelque sorte la valeur de leur monnaie, de la dévaluation concernant leur monnaie. Et puis vu aussi les engagements sur le plan de la reproduction humaine, ils ont pu quand même aller à avoir un enfant par couple, souvent même pas. Maintenant, ils sont dans une politique de 2 enfants par couple. Mais c'est avec ce plan que Chine avait mis en place et lui a permis de le réussir aujourd'hui, parce que de 1960 à nos jours, la Chine quand même devait préparer la génération d'aujourd'hui, en quelque sorte, quels seraient les résultats qui seront quand même en quelque sorte observés ou bien escomptés dans son plan d'émergence qu'il avait entamé depuis 1960. Aujourd'hui, nous avons vu ça. C'est un exemple concret pour moi, pour d'aller vers la Chine, qui est aujourd'hui un modèle de développement économique, une puissance militaire, une puissance économique, une puissance dans tous les domaines, dont nous avons besoin quand même de faire des échanges et puis de voir comment nous avons préparé aussi en quelque sorte un avenir ambitieux avec ces modèles de collaboration. Et en dehors du développement économique, est-ce qu'il n'y a pas des priorités géopolitiques également? Oui, bien sûr. Bon, moi, je pense que même le développement, ça fait partie des priorités géopolitiques, parce que vous savez, aujourd'hui, le Sénégal est à un niveau où nous savons très bien que nous avons des ressources, certes, mais nous manquons de plateaux pour les transformations. Alors, nous avons besoin quand même de voir les pays émergents, les pays en développement, comme la Chine et les autres pays que vous avez élaborés, et puis de comprendre qu'aujourd'hui, les données ont changé.
Nous ne sommes plus dans l'époque de la domination, parce que vous savez, de la domination, on ne parle pas de domination de l'esclavage ou de la domination coloniale, mais on parle de la domination économique, parce que la Chine était en retard. Mais il a pu se rattraper pour quand même se positionner dans la course. Et puis aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que certains des observateurs même se posent la question comment la Chine s'en est arrivée là, au moment où beaucoup l'avaient même oublié ou bien même l'avaient mis en côté dans des questions de politique, de diplomatie internationale. Alors maintenant, bon, c'est à nous aussi de voir. Moi, je trouve que le Sénégal a tous les avantages et puis bon, nous avons un gouvernement jeune, malgré l'expérience n'est pas assez réputée, mais ça ne change rien parce qu'on ne peut plus revenir en arrière pour se dire qu'on va aller vers 1990 ou 99, nous sommes en 2025 et c'est une très bonne chose aujourd'hui de voir que, au fait, nous avons eu la chance de traverser un moment où le monde actuellement est en phase de faire une transition quand même qui va changer tout. Vers le numérique, vous voulez dire? Bon, même si on parle peut-être d'une transition vers le numérique, mais une transition aussi, un nouveau système géopolitique est en train d'être posé actuellement au niveau international. Tout à fait. Oui, oui. Après la Chine, il est parti en Turquie et aux Émirats Arabes Unis. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces deux pays-là? Oui, c'est des pays frères, c'est des pays amis avec le Sénégal. D'abord, dans le cadre des relations séculaires, diplomatiques, des relations amicales entre les deux pays, parce que vous avez vu des Sénégalais qui gagnent leur vie en Turquie, comme vous avez vu des Turcs qui gagnent leur vie au Sénégal. Alors évidemment, les deux gouvernements doivent se parler pour renforcer les relations séculaires entre les deux parties. Mais aussi ne pas sous-estimer la Turquie parce que c'est un pays quand même fort, un pays quand même respectueux, un pays avec plein de palmarès, parce que celui qui ne connaît pas l'histoire des grandes guerres ne peut pas comprendre les conflits d'aujourd'hui. Alors lui dire que voilà, bon, peut-être la Turquie c'est un pays à sous-estimer, ce serait quand même vraiment un jugement à tort. Et moi je pense très bien qu'aujourd'hui nous sommes sur une démarche où tous les partenaires ouverts pour coopérer avec le Sénégal dans un contexte où on aura quand même un résultat comptable et puis l'impact du développement se fera sentir par la population, on est preneur. Alors pour moi, la Turquie et le Sénégal, c'est des pays depuis très longtemps qui entretiennent de très bonnes relations. Nous avons signé même des accords, des protocoles, surtout dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine également de l'armement, si on sait que la Turquie est un pays très fort en matière d'armement également. Mais évidemment, la Turquie est dans le concert des nations. Ce n'est pas un pays quand même à sous-estimer parce que vu sa politique internationale, son impact sur le plan international, on peut quand même lui donner une forte considération pour quand même aborder des sujets de coopération et de collaboration avec ces pays quand même. Parce que être avec ces pays forts nous permet en quelque sorte de pouvoir aussi être fort dans tous les domaines qu'il aborde avec le Sénégal. Et il incite également les investisseurs de ces pays-là à venir s'investir au Sénégal. Oui, d'ailleurs. Et ça, c'est important également. Évidemment, parce que pour la relance de l'emploi, la création de l'emploi, on a besoin des bras secondaires. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans ce pays, on connaît la situation économique du pays, mais on ne peut pas se dire qu'on va être là à critiquer cette situation. On est obligé de trouver des solutions. On est obligé de faire une collaboration avec des investisseurs étrangers. Et ces investisseurs étrangers vont nous permettre en quelque sorte de pouvoir occuper les espaces dont on voudrait en quelque sorte intégrer certains jeunes, créer de l'emploi. Dans le domaine de la construction, les Turcs sont bien présents au Sénégal. Dans le domaine également, comme vous l'avez bien cité, dans d'autres types de coopération avec le Sénégal, les Turcs sont bien présents. En matière d'infrastructure. Voilà, entre autres, ils sont déjà là. Mais le plus important, c'est de renforcer cette collaboration, mais aussi de les structurer pour que quand même tous les Sénégalais et les bénéficiaires puissent se sentir quand même chez eux. Et je pense qu'ils sont en train de mener un travail excellent dans ce domaine parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est juste une continuité que je pense que le gouvernement actuel est en train de faire. Ok, donc vous voulez dire à travers ces voyages, alors vous voyez une stratégie de repositionnement du Sénégal sur la scène africaine et même internationale. Mais le Sénégal n'est pas un pays à sous-estimer dans la scène africaine ou même à l'échelle mondiale parce que dans tous les domaines quand même le Sénégal est en train de se hisser, de sortir la tête de l'eau parce qu'il fut 20, 30, 50 ans le Sénégal n'était pas assez connu dans le monde.
Et maintenant, bon, vu la démarche de nos leaders et le leadership également de certains de nos dirigeants nous a permis en quelque sorte d'en arriver à ce stade. Mais le Sénégal peut effectivement coopérer et collaborer parce que ça rentre dans le domaine de la souveraineté avec n'importe quel pays, avec n'importe quel investisseur. L'importance est que ça soit quand même l'intérêt général des Sénégalais et ça nous permet quand même de pouvoir voir le Sénégal toujours en avant. Mais pour dire que c'est comme le mot, peut-être, je ne sais pas, un mot m'a échappé, le mot de peut-être relance ou je ne sais pas quel mot vous avez utilisé. Mais moi, je pense qu'actuellement, il est en train de faire son rôle, de suivre son plan. Stratégie de repositionnement. Voilà, la stratégie de repositionnement, c'est inévitable, c'est qu'il n'y a pas même un repositionnement, c'est une stratégie pour peut-être trouver des solutions aux problèmes actuels, pour passer à la vitesse supérieure et puis avancer. Mais pour repositionner le Sénégal est déjà en position. Bon, il y a des contraintes, certes, mais ça ne veut pas dire que ça n'explique pas que le Sénégal doit quand même sombrer ou quand même passer à côté. Et ça, c'est normal dans toutes les sociétés et dans tous les contextes de développement. C'est inévitable que souvent, il y a des hauts et des bas, mais quand il y a toujours une possibilité de trouver des solutions dans des climats pareils, moi je pense qu'on ne parle pas de repositionnement, mais on parle quand même de contrôler la situation. Ok. Alors, comment ces voyages ont-ils été perçus sur le plan national, notamment par l'opposition et la société civile? Ok, bon, disons, vous savez, aujourd'hui, il y a deux choses qui sont entre nous, qui est d'abord le Sénégal, représenté par le gouvernement et son président de la République, et aussi la politique qui est représentée par certaines personnes, certains leaders, qui mettent le Sénégal au milieu. Et chacun quand même veut défendre ses idées. Mais pour moi, en tant que Sénégalais, ça ne me dérange pas personnellement que le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, puisse se déplacer dans le cadre de sa mission en tant que Premier ministre du Sénégal pour renforcer la politique dont il nous a proposé de trouver des solutions à nos problèmes. On est d'accord. Autre chose en est que, bon, par rapport à la perception de la société civile, c'est à eux de juger. Est-ce qu'ils le voient négatif ou ils le voient positif, selon aussi l'agenda du président, mais par contre, du Premier ministre. Mais par contre, moi, en tant qu'expert en matière de certains secteurs de développement, en tant que consultant, je suis vraiment favorable à ce qu'ils puissent quand même renforcer les relations séculaires entre le Sénégal et les autres pays. Oui, ça c'est inévitable parce que nous avons beaucoup de Sénégalais qui sont dans les autres pays. On ne peut pas alors les ignorer ou bien les sous-estimer. Tout à fait. Et nous pouvons en prendre certains cas, certaines hypothèses qui fassent que renforcer quand même et ce déplacement quand même donne confiance aux Sénégalais qui vivent dans ces pays quand même. C'est important. Tout à fait. Alors, quelles devraient être, selon vous, les prochaines étapes ou destinations prioritaires dans cette dynamique de diplomatie offensive? Oui, en fait, disons, pour moi, les étapes suivantes, c'est que aussi, c'est un peu difficile de le dire du fait que la France a été laissée en rade, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de gens, c'est ce qu'ils pensent. Vous savez, la France ne peut pas être laissée en rade, mais ce sont les politiques maintenant qui changent. Comme je dis, nous avons eu la chance d'avoir un gouvernement jeune, mais qui n'est pas très expérimenté. Et nous l'avons choisi, c'est les Sénégalais qui l'avons choisi à 54% de chiffrage. Alors l'autre chose en est que la France n'y est pour absolument pas cause de pouvoir freiner notre développement, mais nous pouvons revoir toutes les possibilités de coopération et de collaboration avec n'importe quel pays dans le monde, que ce soit la Chine, que ce soit la France, que ce soit l'Italie, que ce soit les États-Unis, que ce soit les Russes. On est ouvert à, je pense que le Sénégal est ouvert à toute coopération et collaboration. Mais le leadership également du Premier ministre Ousmane Sonko ne veut pas dire qu'il met à côté la France, dont nous savons que l'histoire nous lie depuis très longtemps. On ne peut pas se séparer d'un coup. Et c'est le pays colonisateur. Bon, d'ailleurs, on peut dire que c'est un pays colonisateur, mais on ne va plus revenir, moi je ne veux plus revenir dans l'ère post-coloniale, parce que vous savez maintenant, bon, si on veut vraiment aller en avance, on doit aller vers la continuité. Nous ne sommes plus en 1960, on est en 2025. Les données ont changé, les générations ont changé, les perceptions ont changé, le plan de développement, les modules ont changé. Alors il est nécessaire pour le Premier ministre, ce n'est pas d'esquiver la France, mais aussi d'apaiser sa politique générale, de voir quels sont les déplacements prioritaires dont il faudrait bien aller discuter avec ces gens. Mais
En ce qui concerne la France et le Sénégal, nous savons très bien que c'est une relation indéfectible, hein, qui n'est pas en souffrance actuellement. Même si les gens peuvent créer des hypothèses, mais le Sénégal et la France, c'est des pays qui ont une longue histoire ensemble et je pense que ça ne peut pas s'arrêter sur des questions de position ou bien des questions de... Mais voilà. C'est ce qu'on voyait à chaque fois un président nouvellement élu, souvent son premier voyage était réservé pour la France. Alors, et voilà, le chef du gouvernement, en tant que chef du gouvernement, qui déroule la politique du gouvernement, alors fait des voyages au niveau international et voilà, la France est complètement ignorée. Peut-on parler là-bas de rupture surtout? Oui, vous savez, on ne peut pas parler de rupture avec la France. On peut parler de changement de rythme, changement de stratégie, de paradigme entre autres, mais pas de rupture parce que bon, déjà, on fait partie de la francophonie. On parle le français comme langue déjà officielle, même si on a notre langue nationale que nous aimons beaucoup, que nous apprécions, le Wolof. Mais vous savez, aujourd'hui, moi, je ne trouve pas que la vision de l'État du Sénégal, c'est de mettre la France à côté. Parce que vous savez, comme je dis, nous avons une histoire, nous avons des relations bien avant même nous, qu'on soit là. Mais il est important de la souveraineté du Sénégal, de la liberté du Premier ministre et de son gouvernement, également du président de la République, d'entamer des rencontres où il veut sans que personne ne lui impose. Au fait, d'ailleurs, même c'est ce type de démarche qui devrait quand même s'arrêter, de dire que toujours on doit aller vers la France. Donc nous avons le droit de choisir. Il y a un début de rupture parce que ça ne se passait pas comme ça. Bon, on peut appeler ça une rupture, mais pour moi c'était un choix des chefs d'État précédents. Parce que ce n'est pas dans un protocole pour dire qu'à chaque président élu du Sénégal, nouvellement élu, tu dois te rendre en France. C'est là où il y aura rupture. Mais c'est un choix. Le président, le gouvernement a le droit de choisir sa destination, premièrement élu, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit avec les Chinois et les Américains, comme on l'a soulagé tout à l'heure. Il y a des négociations très avancées avec peut-être certains États, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les Émirats arabes unis, qui sont venus aussi de nulle part, très loin, qui ont été sous-estimés, qui aujourd'hui transfèrent le désert en paradis, etc. Alors, vous voyez, nous avons besoin de connaître ces gens-là, de découvrir leurs secrets, comment ils en ont arrivé là. Et puis, parce qu'effectivement, également, à l'époque, vers les années post-coloniale, la domination de l'Afrique était assurée par les Européens. Alors c'est pour cela les relations entre l'Afrique et l'Europe étaient tellement, en quelque sorte, proches parce que c'est dans cette carte, sur cette table, que tout s'est négocié, tout s'est discuté. Maintenant, ce n'est plus le cas, comme je dis, on n'est plus en 1960, on est en 2025, les données ont changé. Alors comme les données ont changé et que les gouvernements également ont changé, et moi je trouve que chaque chef de gouvernement, chaque président a le droit de choisir ses premières destinations, vu son plan de développement pour le pays. Okay. Voilà, merci. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons M. Ahmadou Gueye Ndiaye, qui est un consultant indépendant, et international et acteur en développement, n'est-ce pas? Alors, changeons un peu de sujet. Plusieurs nouveaux dossiers ont été ouverts dans le cadre de la reddition des comptes. Pensez-vous que la justice agit de manière indépendante ou selon une logique politique? Bon, vous savez, c'est normal qu'après chaque changement de gouvernement, il faudra quand même aller en profondeur pour voir la reddition des comptes, si on peut l'appeler comme ça. Mais si tout se passe dans une politique de transparence et de bonne gouvernance, moi je pense que la justice ne peut pas être effrénée ou quand même manipulée. Mais le plus important est que dans un pays comme ça, là où nous savons très bien qu'on ne va pas se rappeler de ce qui s'est passé, parce que moi je pense que pour le moment, beaucoup de gens qui l'ont assisté ne l'ont pas encore oublié, mais il est nécessaire quand même pour moi que l'État puisse prendre ses responsabilités vu tout ce qui s'est passé autour de nous, l'histoire de la Covid, l'histoire des restrictions,
l'histoire de pas mal de déclarations sur les deniers publics. Et il est important quand même que je pense que la justice puisse faire un travail excellent, mais dans la transparence, pas dans la chasse aux sorcières, ni également dans la pression politique ou dans des arguments politiques. Mais s'il s'agit de pouvoir demander à une personne qui que cela puisse être, parce que le Sénégal d'abord avant quiconque que cela puisse être, le Sénégal d'abord, il est nécessaire que la justice joue son rôle, parce qu'un pays sans justice quand même, je pense que nous serons tous dans une situation à ne pas pouvoir revendiquer nos droits. Mais aussi également que le gouvernement et la justice comprennent que les citoyens sénégalais aussi ont le droit de pouvoir réclamer leur innocence, de pouvoir se défendre et de pouvoir également manifester leur droit à vraiment pouvoir être libre. Alors il est nécessaire que la justice puisse être très indépendante pour permettre quand même l'équilibre de cette nation. Okay. Comment le gouvernement justifie-t-il l'ouverture sélective de certains dossiers tandis que d'autres figures connues semblent encore intouchables? Bon, vous savez, moi je ne suis pas devant ces dossiers, je ne suis pas à la table ni de ceux qui doivent cautionner, ni de ceux qui doivent donner des avis, mais vu mon statut de Sénégalais, je ne pense pas, vu ce qu'il réclame, ce qu'il demande, ce qu'il propose d'ailleurs même le gouvernement Jubal Jubanti, qu'il puisse quand même mettre en place des dossiers sélectifs permettant à d'autres de subir, mais d'autres quand même d'être à l'aise. Peut-être ce n'est pas des questions de tour à tour, mais c'est vu les champs d'action, et moi je pense bien que c'est ça. On ne peut pas se dire qu'on va viser X et laisser Y, parce que Y n'est pas encore touchable. Moi je pense qu'avec la justice, personne n'est intouchable au Sénégal. La justice prend son temps. Oui, mais c'est normal, parce que vous savez, il y a des questions... La justice n'est pas le temps... Voilà, de la politique ou pas? Non, la justice ne peut pas prendre le temps de la politique, parce que vous savez, des politiques, il y a tellement de promesses de rupture. La justice, c'est factuel. Il faut des preuves à l'appui avant d'inculper une personne. Il faudra respecter les codes et les articles. C'est différent quand les politiciens font des tournées et puis faire des propositions dont ils ne maîtrisent même pas les réalités actuelles, ou bien même ils peuvent dire qu'ils maîtrisent les réalités actuelles, mais seul Dieu sait ce que demain sera fait. Mais le plus important pour moi aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'une justice indépendante, pas du tout manipulable ni manœuvrable, mais une justice qui se permet quand même de donner les Sénégalais la liberté, de leur donner le droit de pouvoir s'exprimer, de se défendre, mais également de pouvoir quand même poser leur espoir dans un pays quand même stable et serein. Ok. Dernière question sur cette partie de la reddition des comptes. La population attend des résultats concrets sur la lutte contre la corruption. Selon vous, alors ces nouvelles enquêtes renforceront-elles la confiance des citoyens ou risquent-elles de diviser davantage l'opinion publique? Bon, disons, pour éviter la division de l'opinion publique, il faudra nécessaire quand même se référer sur les cas antérieurs. Comme par exemple, bien avant ce gouvernement, on en a eu ici. On ne va pas citer des noms, mais nous savons qu'il y a eu, c'est très populaire. Tout à fait. Au Sénégal, après l'élection du président, son Excellence M. Macky Sall, il y a eu quand même ces questions de reddition de comptes. Mais au finish, qu'est-ce que nous avons eu comme résultat? On ne nous a pas prononcé combien qui a été prélevé, combien qui a été récupéré, ou ça a été inséré, etc. Tout ça. Mais bon, moi je pense que nous avons la chance, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un gouvernement très jeune, un gouvernement qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais qui a besoin de tous les Sénégalais. Toutes les couches confondues. Parce que si nous n'appuyons pas ce pays et que le pays bascule vers d'autres sens, nous serons les seuls à payer les pots cassés. Parce que nous sommes les Sénégalais. Nous ne devons pas régler les choses par des rapports de force, mais sur la reddition des comptes, sur également la corruption, l'attente de la population est énorme. Mais ça ne veut pas dire de sacrifier aussi certaines personnes dans un cadre de vouloir satisfaire le besoin des gens qui demandent mais qui ne connaissent pas encore où se situent les torts. Il faudra juste donner le temps au Sénégal et à chaque Sénégalais concerné dans cette affaire de pouvoir prouver que ça soit son innocence, mais également de satisfaire
la demande des Sénégalais dans ce domaine. Mais la corruption, pour le Sénégal, disons, ils sont en train de quand même de faire des efforts parce que, bon, vu les contraventions, vu ce qui est en train de se passer sur la route avec la gendarmerie, avec la police, sur les contraventions qui étaient tellement citées dans la corruption, moi je pense que et les paiements par des applications sont en train d'être redirectionnés directement vers la caisse de la trésorerie publique. Je pense que c'est déjà un élan, c'est un bon pas pour que le Sénégal puisse un jour se séparer de cette crise de corruption. Mais s'il s'agit dans un système informatisé, ça peut passer. Mais s'il y a des individus mal intentionnés à détourner les deniers publics, et c'est ça le problème d'ailleurs, alors c'est dans ce cadre que les Sénégalais attendent à ce que l'État puisse freiner ce fléau et puis permettre à chaque responsable qui sera élu par le Sénégal quand même de comprendre que la richesse appartient aux Sénégalais, mais aussi de faire son travail, mais aussi de le remettre aux Sénégalais de la plus belle manière qu'il l'avait confié à cette personne. Okay. En tout cas, c'était une promesse électorale, oui, et que les Sénégalais attendent beaucoup pour que justice soit rendue sur tous les détournements des deniers publics. Alors, M. Ndiaye, touchons un autre sujet qui défraie la chronique ces temps-ci, depuis hier, surtout l'affaire Barthélémy Diaz. Alors, la Cour suprême a rejeté le pouvoir en cassation introduit par la défense. Alors, quels sont, selon vous, les motifs du rejet du recours par la Cour suprême? Oui, vous savez, dans le domaine de la justice, c'est pas assez compliqué, mais c'est très compliqué. Parce que, pas assez compliqué, mais c'est très compliqué, ça veut dire qu'il y a... C'est pas des questions de sentiments, ni de X c'est mon ami, X c'est mon... Voilà, je suis de son côté, ou je le connais. Parce que vous savez... J'ai une base politique. Voilà, vous savez, dans l'instance judiciaire, il y a première instance, deuxième instance, après cassation. Cassation veut dire c'est de casser le jugement. Ok. C'est le Cour suprême. C'est-à-dire c'est de demander à casser le jugement qui a été, les décisions, les sentences qui ont été prononcées au niveau de la première instance et à la deuxième instance. Alors, à la troisième instance qui est le Cour suprême, la cassation, c'est que là-bas, il n'y a plus de jugement, mais il y a à regarder. Est-ce que les jugements précédents ont respecté les normes juridiques élaborées par le Sénégal? Pour pouvoir valider cette demande de casser les jugements antérieurs ou de cautionner les jugements qui ont été, les sentences qui ont été effectuées. Malheureusement, pour notre confrère M. Barthélémy Diaz, un frère sénégalais que nous apprécions beaucoup, que disons, le Cour suprême a décidé de maintenir les jugements qui ont été effectués dans son domaine. Bon, il faudra qu'il fasse confiance aussi également à la justice sénégalaise, parce qu'on ne peut pas se dire qu'on veut quand même que ce pays soit un pays de justice, mais à dire que tout a été faux. Alors moi je pense que la cassation a pris la décision qu'il fallait prendre dans ce domaine, mais que M. Diaz ne se décourage pas parce que lui, il a eu quand même à avoir des lendemains meilleurs. Parce que vu son histoire... Comment voyez-vous son avenir politique? Non, pour moi, il est nécessaire que l'avenir politique n'appartient à personne. On ne peut pas se dire que c'est seulement un seul visage qui doit apparaître pour quand même nous proposer à changer ce pays. Il y a des gens qui ne sont pas encore connus et qui sont prêts à quand même proposer des changements pour ce pays. Et qui sont des acteurs éminents, plus pertinents et plus performants. Mais l'avenir politique d'un acteur politique dépend, je pense bien aujourd'hui on peut dire des promesses qu'il doit tenir quand même vis-à-vis la population. Parce que les Sénégalais de 2025, je pense bien, ne sont pas les Sénégalais de 2024 ni de 2012. Parce qu'ils sont en face à des réalités qui ont changé leur quotidien, qui ont changé leur espoir, qui même d'ailleurs peuvent changer leur destinée. Okay. Mais, oui, allez-y. Si vous devez conseiller à Barthélémy Diaz, est-ce qu'il ne doit pas changer sa manière de faire ou bien son discours? C'est-à-dire que les Sénégalais maintenant veulent voir des discours
exigeant sur le développement des projets. Alors maintenant, lui, ce qu'on constate, alors souvent il est en posture d'attaque. Est-ce qu'il ne doit pas changer cette posture-là pour pouvoir gagner la confiance des Sénégalais? Oui, vous savez, Barthélemy est un ancien de la politique. Parce que vous savez, Barthélemy a commencé la politique très jeune. Mais les réalités politiques ont changé. Oui, c'est ça, c'est de là où je veux même attirer ton attention. C'est-à-dire que nous ne sommes, comme je disais, nous ne sommes plus en 1960, nous sommes en 2025. Tout à fait. Nous avons, comme je disais, eu la chance d'avoir un gouvernement jeune, mais qui n'a pas assez d'expérience. C'est à nous de, quand même, je peux dire, en quelque sorte, d'unir nos forces pour aider ce Sénégal. Mais à mon cher, peut-être compatriote sénégalais, M. Diaz, je lui conseille de continuer sa mission, mais pas son combat. Parce que vous savez, un combat, on peut y laisser des plumes, comme on peut vraiment même y gagner ou y perdre. Mais une mission, c'est pour des buts bien déterminés, c'est pour un objectif, c'est pour aider, c'est pour aligner les idées, c'est pour apporter sa contribution au développement de notre pays. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, la politique a beaucoup changé parce que vu aujourd'hui, si c'est la première fois dans l'sphère de la politique sénégalaise que je vois un président de la République assez à l'aise comme ça, comme montre chère Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, qui ne reçoit presque pas d'attaques et de pression. Et d'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que je vois un Premier ministre autant décrié, autant attaqué. C'est comme si, même d'ailleurs, c'est lui le président de la République. Mais d'ailleurs, ça change le jeu géopolitique. Et c'est important. Parce que si vous savez, dans les grandes diplomaties, que nous ne prenons pas comme modèle, mais que nous pouvons quand même valider certains plans positifs, comme vous allez en Europe, il y a le Premier ministre quand même qui a un pouvoir très étendu et puis qui est vraiment très attaqué par les gauches, droites, etc. Tout ça. Moi, je pense que ce sont ces genres de scénarios qui sont en train de se passer au Sénégal. C'est une nouvelle révolution politique que M. Sonko est venu avec M. Diomaye, d'ailleurs, à proposer aux Sénégalais. Pas proposer, mais d'ailleurs, ce qui est en train de se passer. Et que M. le président de la République est à l'aise parce que, vu les présidents précédents qui sont passés par là, ils ont reçu beaucoup d'attaques, beaucoup plus même que le président. D'ailleurs, même, on nous parle tellement du Premier ministre Ousmane Sonko que même souvent, on oublie même les responsabilités du président de la République. Tout à fait. Mais moi, je trouve que c'est une nouvelle stratégie, pas une stratégie, mais c'est l'ère politique actuelle qui est là et nous devons essayer de comprendre. Mais certains disent que, alors, nous avons maintenant un Premier ministre qui joue maintenant véritablement son rôle. Oui. On peut même aller beaucoup plus loin parce que vous savez, le président de la République... Parce que d'habitude, les premiers ministres qui étaient là, souvent, voilà, étaient limités parce que souvent, si vous êtes alors trop en vue, alors là, vous avez des problèmes souvent avec le président de la République parce qu'il pense que vous lorgnez son fauteuil présidentiel et autres là. Vous savez, un chef de gouvernement n'est pas un chef d'État. Okay. Le chef d'État, c'est le président de la République. Le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Si vous avez le chef du gouvernement, il faut lui donner la souveraineté. Il ne faut pas lui lier les mains. Si un Premier ministre a les mains liées, il ne peut prendre aucune décision. C'est à travers les décisions et les actions qu'il mène que nous pouvons l'évaluer. Et moi, je trouve très bien que c'est une très bonne démarche d'ailleurs que le Premier ministre puisse avoir la possibilité de mener sa politique pour que tous les Sénégalais puissent comprendre qui il est et quel est son leadership, comment il pense, où veut-il mener le pays, sans impliquer directement les pouvoirs du président de la République. Et le président de la République doit rentrer quand même à l'aise pour lui permettre quand même de prouver que c'est le bon choix qu'il nous fallait. Bon, on connaît l'histoire de le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République Bassirou Diomaye Faye, bien avant même qu'il ne soit élu. On connaît leur histoire un peu au Sénégal. Alors moi, je pense qu'on ne doit pas trop s'attarder sur ça. Ce que nous devons voir, c'est comment nous pouvons quand même s'en sortir dans cette situation, qu'il y a des programmes, des plans qui sont présentés, proposés, mais est-ce que pouvons-nous en tirer de cette situation, oui ou non? Je pense que le pouvoir du Premier ministre ou bien
le pouvoir du président de la République, on est obligé de les accompagner dans la bonne démarche du pays. Dans la bonne démarche du pays. Oui. Alors, M. Ndiaye, parlons maintenant de la question des inondations, parce qu'il nous reste peu de temps. Alors, pourquoi, après des décennies de plans, de budget et de promesses, le Sénégal peine-t-il toujours à résoudre durablement le problème des inondations? Oui, en fait, on peut dire que concernant les inondations au Sénégal, c'est un problème de longue date. On en parle chaque année. Pendant la saison des pluies, on parle tellement. C'est comme si on attend que ça arrive pour qu'on puisse vraiment tous en parler. Parce que vous savez, il y a le secteur privé, il y a le secteur public. On doit aussi également faire des réformes très profondes dans le domaine de l'urbanisation, dans le domaine de l'assainissement. On doit faire des réformes dans le domaine de l'évacuation des eaux usées, des canalisations. Il faut aussi des réformes dans le domaine comment dirais-je, de la municipalité, qui aujourd'hui dans le domaine de la mobilité urbaine, etc. Tout ça. Parce que tout ça cause des arrêts et cause aussi également des blocages pour le passage de l'eau. Mais si nous sommes dans un monde où maintenant, comme on l'avait dit bien avant même aujourd'hui, les scientifiques, rien ne se perd. Rien ne se jette, tout se transforme. Évidemment, nous ne sommes plus dans l'ère de laisser l'eau aller vers la mer. Là où on parvient à quand même prendre l'air, l'insérer dans des bouteilles, prendre le gaz, l'insérer dans des bouteilles, pétrole, etc., on peut prendre l'eau. Moi, je propose qu'on mette en place des centres d'épuration, des unités d'épuration, c'est-à-dire épurer l'eau, mettre en place un système. On parle de canalisation, mais il faut mettre en place un système d'évacuation des eaux. Évacuer ces eaux-là, bon, on nous parle des bassins de rétention. Évidemment, les bassins de rétention, c'est des nids de bactéries. Parce que là où l'eau est stockée, dis-toi qu'il y aura des bactéries qui vont quand même venir et ces nœuds vont reproduire les œufs et ces œufs vont aller vers la reproduction de beaucoup plus de bactéries qui vont quand même favoriser certaines pathologies et certaines maladies. Mais aujourd'hui, dans cette ère où nous sommes, il n'est plus quand même logique ou bien intelligent de perdre l'eau de pluie. Nous devons le récupérer et mettre en place des unités, des centres d'épuration, épurer l'eau, le rendre potable, épurer l'eau, extraire de l'énergie pour renforcer notre capacité énergétique qui favorise le développement, mais également épurer l'eau, extraire ce que l'on appelle des fertilisants pour notre agriculture. Et là, rien ne se perd, tout se transforme. Alors l'eau de la pluie n'est plus maintenant à dire que voilà, on va le laisser aller vers la mer. Nous devons mettre en place un méga projet. On ne doit pas avoir peur de ce qui se passe dans le monde. On doit le changer. Le changer avec des initiatives quand même de long terme, des initiatives quand même nous permettant en quelque sorte de pouvoir, des initiatives dans la durabilité, comme les ODD, les organisations de développement durable, comme les ODD 2, les ODD 8, les ODD 5. Bon, on a pas mal de pratiques avec la coopération internationale. Mais moi, je trouve que dans le domaine des inondations, ça ne devrait pas être assez compliqué comme ça se passe au Sénégal, parce qu'on a besoin d'eau, et l'eau est là. Par la pluie, nous devons juste installer des centres d'épuration et en quelque sorte transformer cette eau à notre profit, à notre bénéfice. Mais il faudra quand même que ça soit le secteur privé ou le secteur public, ou bien les hommes d'affaires ou les investisseurs, de s'impliquer comme ils se sont impliqués dans la mobilité avec les autoroutes à péage et tout ça. Et même pour après épurer et puis peut-être revendre. Tout à fait. Mais le plus important, ce n'est plus à vraiment perdre cette eau qui fasse que nous sommes dans un monde où on parle de réchauffement climatique et tu parviens à avoir de l'eau comme ça, de la pluie abondante, il faudra quand même voir comment utiliser cette eau dont nous avons eu la chance de recevoir par la pluie. Okay. Alors là, quelle part de responsabilité incombe aux collectivités locales dans la prévention des inondations, notamment en matière d'urbanisation anarchique et de gestion des eaux pluviales? Oui, vous savez, leur pouvoir est limité quand même, parce que si vous allez sur l'acte 3 de la décentralisation, ils ont eu la possibilité de faire du public-privé, de travailler avec des acteurs privés. Bon, ces acteurs privés, effectivement, pour proposer certaines solutions,
Mais il y a quand même une limite à leur pouvoir, parce que vous savez, ils ne peuvent pas prendre à se dire qu'ils vont gérer les questions d'urbanisation, même s'ils peuvent autoriser certains permis d'occuper ou bien permis etc., etc., tout ça, mais il y a quand même, comme disons, des limites par rapport à leur responsabilité. Il est nécessaire que l'État en personne, au fait, puisse aider les collectivités dans une nouvelle réforme permettant la gestion de la mobilité urbaine, déjà qui est occupée et qui est taxée d'ailleurs par la collectivité locale, et aussi l'occupation anarchique de certains espaces qui peuvent aussi être des freins pour l'eau, mais aussi de travailler sur des CRD, des CLD, des comités locaux de développement avant la saison des pluies, de discuter sur les modèles de curage, d'évacuation, de déboussage, etc., d'entretien, disons, de prévention de certaines maladies. Et dans l'ensemble de ces communes, ils peuvent créer des commissions en charge de la saison des pluies. Ça ne veut pas dire en charge de la saison des pluies, mais également de conseiller même, disons, les producteurs agricoles, les éleveurs, comme les commissions domaniales qu'ils ont créées dans les communes. Il y a des commissions domaniales, mais il faut avoir des commissions en charge des inondations, des commissions en charge de certaines questions. Il faudra quand même une réforme très profonde, je pense, que dans la municipalité, permettant les populations du rural de pouvoir quand même bénéficier de leur espace, mais également d'être à l'aise dans leur coin. Mais si on trouve les questions d'urbanisme et les questions aussi de mobilité, il est nécessaire que l'État puisse revoir la chose en profondeur, parce que si on prend trop de risques à pouvoir étouffer, renforcer la capitale sénégalaise, certains coins, certains quartiers, disons, j'ai entendu ces derniers temps des populations, des riverains qui alertaient certaines municipalités concernant les dépôts de gaz dans des zones domestiques. Effectivement, ça, c'est des dangers. C'est comme aussi boucher ou en quelque sorte occuper l'espace là où l'eau ou la population devait quand même utiliser, permettant de pouvoir se démarquer de certaines situations périlleuses. Mais si on est dans un pays où la réforme municipale n'est pas bien établie, le protocole n'est pas bien rédigé et puis n'est pas évolutif, ça risque quand même de nous camper sur une situation. Pour s'en tirer, ce serait très difficile. Il nous faut quand même une réforme très profonde dans la municipalité au Sénégal. Okay. Alors, merci à M. Ahmadou Gueye Ndiaye, que je rappelle à nos chers auditeurs encore que nous recevons M. Ahmadou Gueye Ndiaye, qui est consultant indépendant et international, mais également un acteur en développement, n'est-ce pas? Alors, les nouvelles nominations récentes pour le ministère de l'Intérieur et de la Justice dans le gouvernement de Sonko, bien Sonko 2. Alors, les nouveaux ministres de l'Intérieur, ou bien les nouveaux ministres de l'Intérieur, Mohamedou Bamba Cissé, et de la Justice, Yassine Fall, viennent tous deux du monde juridique. Alors, que pensez-vous de ce choix? Est-ce un gage de rigueur institutionnelle ou un signal politique? Bon, moi je pense que peut-être, je ne vais pas l'appeler signal politique, parce que vous savez, ils ont vécu l'histoire et il faut éviter que l'histoire se répète, parce que la force appartient au peuple, à la nation. Quand même, qui veut imposer la loi ou la dictature fera face aux Sénégalais. Mais si le Premier ministre fait confiance à ses collaborateurs, c'est à lui de faire le choix, ce n'est pas à nous. Si c'était par exemple un choix par vote, d'autres vont voter pour oui, d'autres vont voter non. Mais il a un cahier de charge, il a une mission, il a une feuille de route. Et puis, il a une mission qui lui a été assignée par le président de la République. C'est inévitable aussi qu'il voit ses hommes de confiance, parce que je me vois en quelque sorte à sa place, même si nous n'avons pas les mêmes responsabilités, parce que j'ai des responsabilités dont je suis président
dans certaines choses et je prends mes hommes de confiance, je leur mets à mes côtés pour pouvoir exécuter mon plan, pour pouvoir atteindre mes objectifs. Alors ces collaborateurs, ce sont des collaborateurs de son choix, dont il se pense qu'il peut s'en procurer pour rendre quand même productif sa politique de développement pour le Sénégal. Mais pour quand même voir un contexte politique ou bien des gages ou bien venir vraiment amener un bras de fer avec les Sénégalais ou bien régler les choses par des rapports de force à prendre ou à laisser, moi je ne vois pas d'ailleurs ce gouvernement ou bien peut-être le Premier ministre ou bien même le président dans cette logique. C'est vrai que c'est très difficile ces moments. C'est très difficile. Bon, c'est clair qu'ils sont les responsables du pays. Quand c'est difficile, on ne peut que les interpeller, mais je pense que la nomination ou bien les nominations qu'il a effectuées, c'est de son choix, c'est de voir que ça peut lui permettre de pouvoir atteindre ses objectifs. Et tout ce que nous attendons de lui, ce sont des résultats quantifiables pour tous qui auront. Ces résultats auront un impact pour la population, mais également un résultat comptable pour le pays. Surtout, quels sont, selon vous, les principaux défis que devront relever ces deux ministres dans un contexte où les questions de sécurité intérieure, de liberté publique et de réforme judiciaire sont au cœur des préoccupations des citoyens? Oui, ça c'est clair, surtout la réforme judiciaire. Moi je pense qu'il faudra voir sur les questions de lenteur, mais aussi sur les questions de certaines conditions, de certaines personnes qui sont interpellées par la justice, pour ne pas quand même trop prendre du temps à vider certains dossiers, mais aussi également de ne pas en abuser pour quand même dépasser les limites du pouvoir, pour utiliser l'abus. Alors, moi je pense que l'attente des Sénégalais, c'est une justice équitable, quand même stable, mais également sereine et puis véridique. Bon, l'autre est que ce qui se passe aujourd'hui dans la justice est qu'il a nommé deux personnes qui s'y connaissent d'ailleurs, M. Maître Bamba Cissé, mais également aussi Mme Yacine Fall. Tout ce que nous attendons d'eux, c'est de respecter la Constitution selon la Constitution et de mener leur politique ou bien leur mission ou leur action selon les recommandations de la Constitution. Et je pense que la Constitution quand même nous a été garanti notre liberté, garanti aux Sénégalais en quelque sorte leur amour pour ce pays aussi, parce que vous savez, c'est à partir de la Constitution qu'on peut demander recours pour quand même pouvoir se permettre à ce que nos leaders ne puissent pas utiliser leur pouvoir comme abus. Alors si cette Constitution normalise les institutions, je pense très bien que là, on peut vraiment être sûr que les actions qui seront menées par les nouveaux élus ou bien les nominés seront des actions quand même très prudentes, mais aussi des actions très claires qui permettront aux Sénégalais de pouvoir faire un discernement sur la justice. Okay. Alors, M. Ndiaye, nous abordons le dernier point de cette émission. Nous avons commencé par le développement. Nous terminons également par une question qui touche le développement. Alors, 18 mois déjà au pouvoir, le Sénégal va toujours mal ou bien on est en train de se mettre sur les rails du développement? Oui, vous savez, c'est un peu difficile. On ne peut pas se dire que le Sénégal est actuellement, parce que le Premier ministre l'a annoncé, il a invité d'ailleurs les Sénégalais de la diaspora à le rejoindre dans sa politique de collecte de fonds pour certains projets de son plan. Mais le Sénégal va bien ou le Sénégal va mal, moi je pense que ce n'est pas les autres qui doivent cautionner ça, mais c'est nous. Mais le Sénégal, en quelque sorte, est dans une situation de zone de turbulence depuis très longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le Sénégal est dans l'équilibre de vouloir être un pays sur la voie de développement. Et actuellement, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de zones d'ombre, pas mal de zones qui actuellement souffrent, comme la relance de l'emploi, le secteur de l'emploi, le secteur, il y a tellement de secteurs qui sont actuellement en souffrance. Mais vu les réformes qui sont en train d'être menées,
vu aussi les négociations qui sont en train d'être déroulées, pas des négociations politiques, mais des négociations avec les investisseurs à travers le monde, on peut croire que ça ne peut pas tout d'un coup venir tout de suite, mais peut-être dans quelques temps, on peut quand même reprendre le sourire. Mais ça ne va pas être facile parce que le développement, le Sénégal est lié au développement international, qui est déjà dans le domaine de l'agriculture, vous savez là où nous sommes positionnés. On fait qu'importer et que vous savez déjà, importer va quand même augmenter l'inflation sur les prix et les coûts de consommation, etc. Alors le Sénégal n'est pas encore souverain dans ce domaine. Également, si vous allez dans le domaine de la coopération maritime, vous avez vu qu'avec l'Union européenne, tout ce qui s'est passé, parce que c'était quand même des secteurs de l'emploi. Si vous allez dans le domaine quand même de la construction, du BTP, génie civil, avec tout ce qui se passe. Mais c'est normal que quand un État est là, en train de revoir les choses pour quand même permettre à sa population de bien bénéficier des opportunités qui sont devant eux. Mais disons que les opportunités qui sont là pour la population, ce ne sont pas des opportunités à ramasser, c'est le travail. C'est le travail. Et ce travail, il faudra quand même les créateurs d'emplois qui viennent. Mais il faudra que le gouvernement mène une politique très stable, permettant quand même que ce qui est en train d'être fait soit dans la continuité ou bien soit bien fait de manière à ce que les Sénégalais puissent bénéficier du rendement de ce qui est en train d'être fait. C'est un peu difficile de dire que le Sénégal va bien, mais aussi c'est un peu difficile de dire que le Sénégal va mal, parce que dans le domaine du sport, le Sénégal va bien. Dans le domaine du travail, le Sénégal va mal, parce que bon, évidemment, ce ne sont pas tous les Sénégalais quand même. Hein. Bon, je disais, j'en profite pour saluer les Lions. Comme disait, le Sénégal sur le plan du sport, ça va parce qu'ils font vraiment, ils font la fierté de tout le Sénégal. Mais sur le plan économique, sur certains domaines, c'est clair que, alors on ne peut pas dire que le Sénégal va mal. Évidemment, il y a des côtés où ça va mal parce que il y a des jeunes qui sont toujours en quête de travail. Et aussi, effectivement, il y a eu pas mal d'arrêts de chantier et d'arrêts de travaux. Mais on est obligé de passer par là parce que nous l'avons choisi. Bon, c'est les Sénégalais qui l'ont voulu, qui ont demandé la reddition de comptes, qui ont demandé l'audit, le contrôle de tous les secteurs qui les paraissaient quand même un peu louches et susceptibles. Et maintenant, quand ce nouveau gouvernement est venu, a voulu quand même satisfaire ce désir des Sénégalais, mais quand même qui peut quand même poser des dégâts. Et moi, je pense qu'ils sont conscients de ça et qu'ils sont en train de rectifier le tir. C'est pourquoi j'entends des plans de redressement et des plans de redressement ou des plans de relance, je ne sais pas. Mais pour moi, aujourd'hui, ils savent très bien ce qui les attend et l'attente des Sénégalais vis-à-vis à ce gouvernement. Merci. Alors, M. Ndiaye, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'abord de féliciter d'abord le gouvernement de leur constance de vouloir toujours trouver des solutions aux problèmes des Sénégalais, parce que c'est ça, dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la justice, du sport, voilà, des inondations, déjà des denrées de première nécessité, de la vie chère, tout ça. Mais il faut quand même qu'ils puissent communiquer beaucoup plus. Et puis en plus de mettre la technologie, comme je dis, au service du développement, permettant à certains Sénégalais qui ont des difficultés de déplacement ou bien qui ont des problèmes de vie chère, de pouvoir avoir des coûts beaucoup plus minimes à pouvoir en quelque sorte faire certaines formalités en ligne et puis gagner du temps sur ça. Mais aussi de faciliter l'accès à la santé, l'accès au logement, c'est très important. Mais aussi d'aider les Sénégalais dans le domaine aussi de l'immigration clandestine, d'en parler, de discuter, de voir les solutions nettes à proposer aux jeunes. Également de voir comment ils peuvent maintenir dans la constance l'énergie, parce que vous savez, hein, dans les pays les plus développés, ce n'est pas la télécommunication, ce n'est pas l'agriculture, mais c'est l'énergie. Parce que l'énergie est la base d'alimentation de toutes les machines qui peuvent nous permettre de passer à la vitesse supérieure. Même pour rendre notre agricole moderne, notre agriculture, on a besoin de l'énergie. Pour rendre notre espace de santé meilleur, avec un plateau médical qui respecte les normes internationales, on a besoin d'énergie. Pour avoir une éducation avec des laboratoires fonctionnels, avec des mécanismes de learning by doing, on a besoin d'énergie.
Alors l'énergie est quand même fait partie des nerfs de la guerre pour le développement des pays. Alors je pense qu'à la base de ça, l'État pourra lancer tous les projets agro-industriels ou bien tous les projets de manufacturing dont l'État a besoin pour relancer l'emploi. Parce que même si, par exemple, on engage certains jeunes ou bien on veut créer de l'emploi, s'il n'y a pas d'énergie, moi je pense que les gens vont retourner chez eux et on aura des problèmes toujours pour quand même avancer. Ben, je félicite également le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, de son leadership. Malgré que c'est très difficile, ils sont jeunes, c'est vrai. C'est pas du tout l'expert en politique ou bien en gestion d'État qui est devant nous, M. Sonko. Mais quand même, c'est quelqu'un dont je vois il a des ambitions pour ce pays. Et il est nécessaire que tous les Sénégalais ne regardent pas les conflits politiques, mais de regarder l'intérêt du Sénégal parce qu'ils sont élus par une durée de mandat bien précise. Et je pense très bien qu'ils comprennent comment fonctionne notre Constitution. Alors leur temps d'action a prouvé aux Sénégalais qu'ils ont les capacités de pouvoir nous tirer du bas et nous ici en haut. Je pense qu'ils n'ont pas assez de temps et de champ de manœuvre parce que 2029 c'est bientôt. Même si c'est 2 mandats après vote, on va changer de président. Même si chacun se le permet, chaque parti se le permet à le répéter, mais pas chaque personne. L'appel est entendu. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevions Ahmadou Gueye Ndiaye, consultant indépendant international, acteur en développement. Nous remercions également le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, le technicien Souleymane Ly Ibrahima Faye qui nous a accompagnés pour l'enregistrement de cette émission. À la présentation, Abdou Diouf. À dimanche prochain pour un autre invité.